Bonjour, je suis le docteur Jean-Michel Lecerf, je suis médecin à la fois au CHRU de Lille comme endocrinologue et nutritionniste spécialisé dans le domaine des lipides et du métabolisme, et à l'Institut Pasteur de Lille où je dirige le service de nutrition qui mène des actions et des études dans le domaine de la santé avec la nutrition. Je voudrais ce jour vous parler d'un sujet important pour vous, qui est celui de la ménopause et notamment des problèmes nutritionnels qui se posent au cours de cette période. La ménopause est en effet une période qui est souvent difficile pour un certain nombre de femmes qui voient leur corps changer, leur morphologie évoluer et leur poids augmenter. Cette période est vraiment l'occasion de sensibiliser les médecins, mais aussi bien sûr les femmes, à l'importance de leur hygiène de vie. On verra que les conséquences sont importantes et les bénéfices peuvent être au rendez-vous. La principale préoccupation chez les femmes en période périménopausique, c'est-à-dire un petit peu avant, pendant et après, et encore pendant quelques années après, est une préoccupation pondérale. Les femmes se plaignent d'une prise de poids. En réalité, quand on regarde sur les études, et sur cette étude que je vous montre, on le voit de façon très nette, le gain de poids commence bien avant la ménopause, et en fait la ménopause est simplement traversée par cette augmentation du poids depuis quelques années avant et encore quelques années après. C'est simplement une continuité. Par contre, ce qui est une réalité, c'est les changements d'une part de composition corporelle et d'autre part de répartition du tissu adipeux. Ces deux phénomènes, conjointement, font prendre conscience aux femmes du changement de leur corps et elles perçoivent de façon assez négative cette augmentation, mais qui est plus liée à une augmentation finalement du poids abdominal, de la graisse abdominale, qu'à une augmentation immédiate et absolument liée à la ménopause. Comme je le disais, cela a commencé déjà quelques années auparavant et ça se poursuit. Il y a donc deux phénomènes qui surviennent. Le premier, d'abord sur la composition corporelle, qui est tout à fait classique et important, et qui est un processus de vieillissement, qui survient d'ailleurs chez l'homme aussi, qui est une augmentation de la masse grasse et une diminution de la masse maigre. Donc la masse maigre, c'est la masse des muscles et des os, qui a tendance à diminuer avec l'âge, tandis que la masse grasse augmente. La proportion de la masse grasse augmente par rapport à la proportion de masse maigre. Et donc ça, c'est un phénomène de vieillissement qui n'est pas une fatalité, qui peut être enrayé par des mesures, et notamment par une activité physique suffisante, mais c'est quelque chose qui est une réalité nette, qui a des conséquences importantes pour la santé, notamment pour la santé ostéomusculaire. Et puis l'autre phénomène, c'est une modification de la répartition des graisses, qui conduit à ce que d'une prédisposition essentiellement fémorale, avec une morphologie plutôt, un morphotype plutôt gynoïde, eh bien, chez les femmes, à l'âge de la ménopause, la morphologie devient un peu plus androïde, avec des graisses abdominales qui s'installent. Non seulement des graisses abdominales sous-cutanées, qui sont peu problématiques, peu délétères, mais aussi des graisses abdominales intra-abdominales, périviscérales, qui témoignent d'une augmentation du tissu adipeux périviscéral. Et là, on arrive à des conséquences qui peuvent commencer à être importantes pour la santé, à savoir que cette augmentation des graisses périviscérales entraîne une augmentation du risque cardio-métabolique, globalement. Pourquoi? Essentiellement parce que les graisses viscérales, périviscérales plutôt, sont branchées en fait sur le foie via le système porte, et les acides gras qui sont libérés à partir du tissu adipeux intra-abdominal, périviscéral, parviennent au niveau du foie, entraîne une stéatose hépatique, une élévation des triglycérides, stimule la production de glucose, élève la glycémie et conduisent finalement à un syndrome qu'on peut appeler syndrome métabolique, j'allais dire dans le pire des cas. Ça n'est pas une obligation, ça n'est pas une fatalité, ça ne survient pas chez toutes les femmes, mais la tendance est nette chez la quasi-totalité. Alors, à quoi est-ce dû? Il y a bien sûr des facteurs hormonaux, c'est évident, la ménopause, la privation œstrogénique qui joue un rôle, il y a l'effet de l'âge, mais il y a aussi d'autres facteurs qu'il est important de prendre en considération, notamment les modifications du mode de vie. Dans les modifications du mode de vie, eh bien,
on est surpris que les études ne nous montrent pas une augmentation nette des apports alimentaires, sauf dans un cas qui est celui du stress qui survient chez les femmes en situation de restriction. Une femme en situation de restriction, sous l'effet d'un stress, va augmenter ses apports alimentaires. Mais un homme aussi, également tout le monde. Donc le mécanisme principal qui est plutôt en cause, c'est pas tant une augmentation des apports alimentaires en soi, indépendamment du stress, mais c'est plutôt une diminution des dépenses énergétiques, et notamment des dépenses énergétiques liées à l'activité physique. Mais il y a aussi une diminution des dépenses énergétiques liées à la diminution de la masse maigre, puisque la masse maigre est l'effecteur principal des dépenses énergétiques liées au métabolisme de base, et donc comme la masse maigre diminue, les dépenses liées à l'énergie, au métabolisme de base, la dépense énergétique liée au métabolisme de base diminue. Et donc on a de ce fait-là une diminution des dépenses énergétiques qui se rajoute à la diminution des dépenses liées à l'activité physique. Il y a aussi bien sûr d'autres facteurs qui peuvent intervenir, qui sont notamment des facteurs psychologiques, en particulier une petite tendance, j'allais dire, à l'ennui, à la déprime, à la fatigue, qui fait que les personnes vont chercher des compensations alimentaires. C'est quelque chose qui s'observe assez facilement, bien entendu. Et malheureusement, pour peu qu'on rentre dans un système qui est le système des régimes, eh bien on aura une aggravation en fait, des troubles du comportement alimentaire. Et donc le système des régimes auquel adhèrent malheureusement beaucoup de femmes, dans un très grand nombre de cas, va conduire à une aggravation pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des troubles du comportement alimentaire qui en découlent. Deuxièmement, il y a une diminution de la masse maigre à cause des régimes hypoglucidiques, puisque dans ce cas-là, les femmes n'ont pas d'apport en glucose, et donc l'organisme va fabriquer du glucose à partir de la néglucogénèse hépatique tirée des acides aminés musculaires, donc il y a une diminution de la masse maigre, ce qui va entraîner une aggravation du risque de reprise de poids, puisqu'il y a une diminution des dépenses énergétiques. Et enfin, il y a donc des troubles du comportement alimentaire qui surviennent dans ces cas-là. D'ailleurs, on a observé que les femmes qui se mettent à rentrer dans le système des régimes perdent du poids, certes, au début, perdent de la masse grasse, certes, perdent de la masse musculaire aussi, mais lorsqu'elles reprennent du poids, reprennent davantage de gras que de muscles, et donc il y a une aggravation de leurs conditions métaboliques. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, les grandes lignes. Donc diminution de l'activité physique, éventuellement des modifications alimentaires plutôt liées au stress ou liées au régime, des facteurs hormonaux, des facteurs génétiques aussi bien entendu, un facteur lié à l'âge. Voilà donc toute une série de changements qui vont conduire à cette modification corporelle, de répartition du tissu adipeux et d'augmentation du risque cardiovasculaire. Car en fait, il ne faut pas croire que, comme on l'a cru pendant longtemps, que les femmes sont protégées du risque cardiovasculaire. Elles ne le sont plus du tout à partir de la ménopause, et là, elles rattrapent largement les hommes en matière de risque cardiovasculaire, d'autant qu'on ne pense pas à elles quand on pense prévention cardiovasculaire ou quand on pense événement cardiovasculaire. Et donc, il faut vraiment se mobiliser sur cette question-là. Maintenant, la question va être de savoir quelle prévention on peut avoir, quels conseils on peut donner aux personnes qui sont concernées par la ménopause et puis l'augmentation du poids, qui ne concerne pas la totalité, mais une partie importante. Quels conseils on peut leur donner pour éviter à la fois cela, tout en préservant d'autres aspects importants de leur santé, et notamment la santé osseuse, puisque la santé osseuse est un point très important de la santé féminine après la ménopause. Donc ça, on va essayer de le voir dans un deuxième temps, quelles sont les mesures à prendre pour diminuer ce risque de syndrome métabolique, de prise de poids, et maintenir une santé musculaire et osseuse satisfaisante. Après avoir évoqué dans un premier temps les facteurs qui favorisaient la prise de poids, les modifications corporelles et les modifications du comportement alimentaire survenant aux alentours de la ménopause et au-delà, eh bien, je voudrais évoquer avec vous les mesures à prendre pour préserver la santé des femmes. Alors, la première mesure à prendre, j'allais dire, c'est peut-être dans un domaine qui n'est pas exactement celui de la nutrition, mais qui est associé à la nutrition, c'est l'activité physique. En fait, le problème numéro un, c'est quand même la sédentarité et l'augmentation de sédentarité avec l'âge, pour des tas de raisons qui sont liées au fait que
Les femmes n'ont pas forcément la motivation, pas forcément le temps, pas forcément pris l'habitude. Et puis notre société est ainsi faite. Or, il est largement montré qu'une partie des facteurs de la prise de poids et une partie non négligeable du risque cardiométabolique est liée à la sédentarité. Et puis des études ont bien montré qu'une activité physique accrue, qu'elle soit modérée ou un peu plus que modérée, notamment la marche régulière avec des moments de marche plus vigoureuses, était extrêmement bénéfique pour réduire le risque cardiovasculaire et limiter également le risque de prise de poids. Donc l'activité physique est vraiment quelque chose qui doit être absolument encouragé, mais ça nécessite une prise de conscience et j'allais dire un état d'esprit, c'est-à-dire que chaque fois que l'on peut, il faut marcher, utiliser ses jambes, et voilà, malheureusement, trop peu de gens le font, et malheureusement aussi, quand on est très avancé en surpoids, cela devient difficile, et là on rentre dans un cercle vicieux. La deuxième mesure, bien entendu, est d'ordre de la nutrition. La nutrition n'est pas ce que l'on imagine, la restriction. La nutrition, c'est d'abord l'équilibre, et l'absence de suppression de catégories importantes d'aliments. Aujourd'hui, malheureusement, on voit des modes alimentaires qui explosent, qui fleurissent un peu partout, notamment des modes de suppression, et en particulier, je vais insister sur le fait que la consommation de produits laitiers est extrêmement bénéfique pour la santé des femmes, des hommes également, et notamment sur le risque cardiométabolique. Beaucoup d'études ont montré que le fait d'avoir des apports en produits laitiers suffisants était associé à une diminution du risque de syndrome métabolique, était aussi un facteur très important dans la limitation du risque de prise de poids, et sur cette diapositive, on voit très nettement que les femmes qui consomment davantage de produits laitiers, notamment du type yaourt, ont un moindre gain de poids sur plusieurs années, que la consommation des autres produits laitiers est neutre sur le poids, mais la consommation globale de produits laitiers, et en particulier celle de yaourt, est bénéfique. Mais elle n'est pas simplement bénéfique sur le risque de syndrome métabolique et de prise de poids, elle est également bénéfique sur le risque de diabète de type 2, et là, énormément d'études ont montré cela. En voilà une qui le montre de façon claire. En gros, la plupart des études montrent qu'une consommation régulière de produits laitiers est associée à une diminution d'environ 20% du risque de diabète de type 2, ce qui n'est pas rien. Parfois, dans certaines études, c'est davantage encore. Et donc, un bénéfice tout à fait important, sans compter les autres intérêts sur le plan osseux, on en reparlera. Et donc, ne rien supprimer, mais équilibrer, avec une consommation bien sûr régulière de fruits, de légumes, de poissons, de céréales complètes. Essayer d'adopter une alimentation de type méditerranéen, qui n'est pas si difficile que ça, avec finalement un peu de modération, une alimentation relativement frugale, avec beaucoup d'aliments bruts, plutôt que des aliments trop transformés, des crudités, des noix, un peu de poisson, un peu de produits laitiers, un petit peu de viande, mais modérément pour la viande rouge, des lentilles, des céréales complètes, de l'huile d'olive, et plein de bonnes choses de ce type-là, qui permettent de réduire significativement le risque cardiovasculaire. Parce que finalement, ce qui compte, c'est la santé. Malheureusement, trop souvent, les femmes se focalisent sur leurs kilos, alors que les kilos sont pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la santé. Or, les études ont montré que lorsque on se focalisait sur les kilos, en voulant absolument réduire le poids, en réduisant de façon, j'allais dire, presque drastique les calories, et notamment les calories lipidiques, on n'avait aucun bénéfice durable sur le poids, et on n'avait pas du tout de bénéfice sur la santé cardiovasculaire. Et donc ça, c'est fort ennuyeux. Et d'ailleurs, une étude qui a été menée par Mozafarian, qu'on voit ici sur cette diapositive, est extrêmement intéressante. Elle montre que, contrairement à ce qu'on pense, ce sont les femmes qui réduisent le plus leurs apports lipidiques, qui ont le plus d'aggravation de leur maladie coronarienne quand il s'agit de femmes ménopausées coronariennes. Tout simplement parce que dans ce cas-là, elles mangent plus de glucides, mais beaucoup plus, et l'apport glucidique va entraîner des altérations tout à fait négatives sur le plan du profil lipidique, notamment une augmentation des triglycérides, notamment une diminution du cholestérol HDL, et puis également des LDL qui sont oxydés, qui sont extrêmement hétérogènes. Et donc c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut rééquilibrer l'alimentation, réduire les calories modérément, plutôt insister sur les calories glucidiques qui sont souvent un petit peu en surplus, mais sans les supprimer, sinon on aura des troubles du comportement alimentaire. Et puis maintenir l'équilibre alimentaire, les produits laitiers, le poisson, les bonnes huiles, etc. Et puis l'activité physique. Et dans ce cas-là, les études ont clairement montré, c'est le cas sur cette étude
qui a été faite il y a quelques années, qui montre que l'activité physique et une bonne nutrition permet de diminuer l'athérosclérose périphérique de façon significative, notamment diminuer l'athérosclérose carotidienne. Enfin, il est extrêmement important de s'intéresser à la santé osseuse, et là, les études sont de plus en plus claires, notamment il y a des études épidémiologiques multiples qui montrent que les femmes qui consomment plus de calcium ont une densité minérale osseuse qui est meilleure, ont un risque diminué de fractures, et les études d'intervention, là c'était des études d'observation, mais les études d'intervention vont maintenant définitivement dans ce sens. Certes, l'ostéoporose n'est pas une maladie par carence en calcium, c'est une maladie beaucoup plus complexe où les facteurs sont multiples, mais les facteurs nutritionnels sont très importants, non seulement les protéines, la vitamine D, le calcium, et là, à nouveau, on retrouve le rôle des produits laitiers, mais aussi le rôle de l'ensemble de l'alimentation. Et là aussi, on voit les effets délétères d'une réduction énergétique et pondérale inappropriée. Sur cette diapositive, on voit très bien que quand les femmes réduisent trop leurs apports lipidiques et réduisent trop leur poids, la densité minérale osseuse s'altère davantage que quand elles maintiennent leur poids stable avec une alimentation correcte. Ce qui veut dire que le premier objectif en matière de ménopause n'est pas tant de vouloir perdre du poids que de ne plus en prendre. Et éventuellement, si on fait l'activité physique, on va réussir à se stabiliser. Enfin, pour terminer, sur le plan des conseils en termes d'alimentation, je dirais qu'il faut donner des conseils simples et de bon sens. Donc, le premier conseil, c'est d'abord continuer à se faire plaisir, c'est très important, parce que si on ne se fait pas plaisir, ça ne va pas bien dans la tête. Et donc, il faut apprendre à manger juste en fonction de ses vrais besoins, manger quand on a faim, c'est bien, c'est normal, une bonne chose, et arrêter de manger quand on est rassasié. Et déjà, ça permet d'ajuster les apports quantitatifs, c'est-à-dire qu'on ne mange pas plus qu'il ne le faut, et on mange quand il le faut. Voilà une bonne mesure. Ensuite, augmenter l'activité physique, je l'ai déjà dit. Ensuite, prendre un petit peu des précautions par rapport aux sollicitations excessives, et aussi par rapport au stress, qui sont des facteurs qui font manger davantage, et je mets en garde les femmes contre les régimes restrictifs qui sont extrêmement délétères. Enfin, s'il y a des écarts, ils sont bienvenus à condition qu'ils soient modérés, pas trop rapprochés, et bien vécus. Dans ce cas-là, il n'y aura plus d'écart, on sera simplement dans des petites variations alimentaires, car il est normal que notre alimentation soit souple. Et dans ces conditions-là, eh bien, les choses se passeront bien. On peut aussi conseiller aux femmes de se peser de temps en temps, mais sans être obsédées par la balance, ce qui permet de ne pas être pris au dépourvu. On dit « Ah, j'ai pris 10 kilos, quelle catastrophe ». Quand on en prend un ou deux, on se pose des questions, on se dit pourquoi. Et on essaye de rectifier le tir avec une bonne hygiène de vie, une bonne activité physique et une alimentation saine et variée. Voilà des mesures qui seront simples. On peut aussi se mettre à cuisiner si on a un petit peu de temps, ce qui nous permet d'avoir des aliments bruts, simples, qu'on travaille, qui sont bons parce qu'ils sont nature et tout va bien. Donc voilà quelques conseils importants qui me semblent pouvoir aider les femmes dans cette période difficile qu'est la ménopause. Voilà, je voudrais vous remercier de votre attention sur ce petit topo, dont on peut retenir peut-être quelques grandes lignes, à savoir que la nutrition, le mode de vie, c'est important et qu'il faut bien sûr en tenir compte au maximum à tous les âges. La ménopause, c'est essentiel, l'activité physique en fait partie. Puis il faut toujours préserver autour de l'alimentation des facteurs qui me semblent essentiels. C'est-à-dire qu'il faut absolument préserver le plaisir alimentaire, qui est vraiment une clé pour nous en matière de nutrition, compte tenu de notre culture, mais aussi de notre nature. Et puis aussi préserver le moment partagé. Et beaucoup de gens négligent un petit peu ce moment-là. Or, ça fait partie des éléments régulateurs de notre prise alimentaire. Prendre le temps de manger, assis, à table avec d'autres, eh bien, c'est un conseil qu'on peut aussi donner aux femmes pour qu'elles retrouvent en fait un élément apaisant dans leur existence.